Avez-vous déjà trouvé vous-même assis seul, englouti dans le silence de votre environnement, avec seulement le doux murmure du vent et l'écho de vos pensées comme votre compagnie? La solitude est plus que simplement être seul. C'est un état d'être, une expérience où l'on peut être seul avec ses pensées, déconnecté du chaos du monde extérieur, un sanctuaire de réflexion personnelle et d'introspection. Mais pour beaucoup, la solitude est un concept qui peut être à la fois intrigant et intimidant. Dans notre société, la solitude est souvent dépeinte très négativement. Elle est perçue comme un signe de rejet social, un état indésirable à éviter à tout prix. Le bavardage constant de l'ère numérique alimente cette peur. Nous sommes toujours connectés, toujours en contact, toujours branchés sur un réseau d'amis numériques, d'influenceurs et de sujets tendances. L'idée de se déconnecter, d'être seul avec rien d'autre que nos pensées pour compagnie, semble étrangère, voire effrayante. Cette peur d'être seul, cette crainte de la solitude, c'est ce que nous appelons la monophobie, et c'est plus courant que vous ne le pensez. Mais si nous avions tout faux? Et si la solitude n'était pas quelque chose à craindre, mais à embrasser? Et si être seul pouvait être une source de force, un catalyseur pour la croissance personnelle, une source de créativité et un chemin vers la paix intérieure? C'est le voyage que nous entreprendrons ensemble. Cette vidéo plongera dans l'esprit de certains des plus grands penseurs que l'humanité ait jamais connus. Des philosophes et des psychologues qui voyaient la solitude non pas comme une condition à guérir, mais comme un état à célébrer, exploreront les couloirs de leurs pensées, déchiffreront l'énigme de leur sagesse et tenteront de comprendre leur perspective sur la solitude. De l'ascension de Friedrich Nietzsche sur le chemin de la grandeur, à l'existence tranquille de Henry David Thoreau, à Walden Pond, de l'embrassement de l'individualité par Søren Kierkegaard, à la confrontation de Rollo May avec l'isolement existentiel, de la quête d'individuation de Carl Jung aux insights de Jordan Peterson sur l'autocroissance et la résilience dans la solitude. Chacun de ces penseurs offre une lentille unique à travers laquelle nous pouvons voir et comprendre l'art d'être seul. Alors que nous nous lançons dans cette exploration de la solitude, tournons-nous d'abord vers les pensées de l'un des philosophes les plus influents du XIXe siècle, Friedrich Nietzsche. Né en 1844, Nietzsche était un philosophe allemand qui a laissé une empreinte indélébile sur la philosophie occidentale, avec ses idées radicales sur la moralité, la vérité, et surtout pour notre discussion d'aujourd'hui, la solitude. La philosophie de Nietzsche était complexe, remplie de paradoxes et d'affirmations provocantes qui défiaient la pensée conventionnelle. Au cœur de sa philosophie se trouvait une critique des valeurs traditionnelles et une célébration de l'individualité, de la vitalité et de l'affirmation de soi créative. Pour Nietzsche, l'affirmation de soi individuel était l'objectif ultime et il croyait que la solitude était un élément clé de ce voyage. Un aspect significatif de la philosophie de Nietzsche qui parle directement à notre sujet est son concept du chemin de la grandeur. Nietzsche croyait que pour atteindre la grandeur, un individu doit avoir le courage de se tenir seul, de se détacher de la foule et de sa moralité de troupeau. Il voyait la solitude comme essentielle à la transformation personnelle et au dépassement de soi. C'est dans la solitude, croyait Nietzsche, que l'on pouvait affronter les questions les plus profondes de l'existence et rassembler le courage de devenir qui l'on est vraiment. Considérez cette citation de Nietzsche, l'individu a toujours dû lutter pour ne pas être submergé par la tribu. Si vous l'essayez, vous serez souvent seul et parfois effrayé, mais aucun prix n'est trop élevé pour le privilège de vous appartenir. Ici, Nietzsche nous dit que le voyage vers la propriété de soi, vers la grandeur, nécessite souvent des périodes de solitude et de solitude. Ce n'est pas un chemin facile, mais selon Nietzsche, la récompense est le privilège ultime de vraiment se posséder. Nietzsche dit aussi « La solitude est une chose, la solitude en est une autre ». Cette déclaration simple mais profonde encapsule la vision de Nietzsche de la solitude comme quelque chose de distinct de la solitude. La solitude, selon Nietzsche, est un état de manque, une condition de manque des autres. La solitude, en revanche, est un état de plénitude, une condition d'être avec soi-même.
C'est dans cet état de solitude que l'on peut cultiver la force et l'indépendance nécessaires pour le chemin de la grandeur. L'essentiel à retenir de la vision de Nietzsche est ceci. La solitude n'est pas à craindre, mais à rechercher. C'est un creuset pour l'autotransformation et la voie vers la grandeur. Si vous êtes seul, gardez espoir. Embrassez la solitude. Elle peut être le chemin vers votre plus grand moi. Notre exploration de la solitude nous emmène maintenant au Danemark du XIXe siècle, aux pensées d'un philosophe souvent considéré comme le père de l'existentialisme, Søren Kierkegaard. Né en 1813, l'œuvre de Kierkegaard était centrée sur l'existence individuelle, la subjectivité et le voyage personnel pour devenir un vrai soi. Sa philosophie, tout comme celle de Nietzsche, souligne l'importance de l'individu, mais elle introduit également une dimension unique à notre discussion sur la solitude. La philosophie de Kierkegaard se caractérise par une exploration introspective profonde de la condition humaine. Ses écrits transmettent une compréhension profonde des complexités de l'individualité et des défis existentiels auxquels sont confrontés les individus. Pour Kierkegaard, le voyage de l'individu vers l'authenticité et la compréhension de soi est primordial, et il a reconnu le rôle essentiel de la solitude dans ce voyage. Pour Kierkegaard, la solitude était un ingrédient crucial dans le processus de découverte et de compréhension de soi. Il croyait qu'en solitude, on pouvait affronter les angoisses existentielles et le désespoir qui accompagnent souvent le voyage vers la réalisation de son vrai soi. C'est à travers cette confrontation qu'on peut trouver le courage de choisir son propre chemin, d'assumer la responsabilité de son existence. La foule est cité mensongère, c'est pourquoi le Christ a été crucifié, parce qu'il s'adressait à tous, mais ne voulait rien avoir à faire avec la foule, parce qu'il ne permettait pas à la foule de l'aider de quelque manière que ce soit, parce qu'à cet égard, il repoussait absolument les gens, ne voulait pas fonder un parti, ne permettait pas de vote, mais voulait être ce qu'il est, la vérité, qui se rapporte à l'individu seul. Dans cette citation, Kierkegaard souligne le besoin de l'individu de se distancer de la foule pour réaliser sa vérité. Pour lui, la foule est un symbole d'existence inauthentique. Le chemin vers la vérité, selon lui, ne se trouve pas dans la foule, mais dans la solitude, où l'on peut véritablement se rapporter à soi-même. Dans une autre déclaration profonde, Kierkegaard écrit « Plus on s'isole, plus on se rapproche de soi-même. » Ici, il capture l'essence de la solitude comme un chemin vers la découverte de soi. Il suggère que l'isolement, plutôt que de conduire à la solitude, peut conduire à une relation plus étroite avec soi-même, facilitant la compréhension de soi et l'authenticité. Alors, que pouvons-nous tirer de la perspective de Kierkegaard sur la solitude ? La solitude n'est pas seulement le fait d'être seul. C'est une condition existentielle qui facilite l'exploration de soi et la compréhension de soi. C'est un sanctuaire où nous pouvons affronter nos angoisses, lutter contre le désespoir existentiel et finalement trouver notre véritable moi. Transportons-nous maintenant en Amérique du XIXe siècle, sur les rives tranquilles de Walden Pond, où nous rencontrons un homme qui non seulement a réfléchi à la solitude, mais l'a aussi vécue, Henry David Thoreau. Né en 1817, Thoreau était un philosophe, écrivain et naturaliste américain. Sa philosophie tournait autour des principes de l'autosuffisance, de la simplicité et d'un profond respect pour la nature. Thoreau ne se limitait pas à théoriser sur la solitude. Il la recherchait, la vivait et partageait ses expériences et réflexions dans son œuvre la plus célèbre, Walden. Walden raconte l'expérience de Thoreau sur la vie intentionnelle. Pendant 2 ans, 2 mois et 2 jours, Thoreau a vécu dans une cabane qu'il a construite lui-même près de l'étang de Walden. Loin du tumulte de la société, Thoreau s'est immergé dans la solitude et la simplicité. Objectif : vivre intensément et aspirer toute la moelle de la vie. L'expérience de Thoreau à Walden Pond a démontré le pouvoir transformateur de la solitude.
Dans son isolement volontaire, Thoreau a trouvé un espace pour réfléchir, observer, penser et écrire. Son expérience met en avant l'importance de la solitude pour s'immerger dans ses pensées et la nature. Examinons quelques mots de Thoreau tirés de Walden. Je n'ai jamais trouvé de compagnon aussi agréable que la solitude. Souvent, nous nous sentons plus seuls en sortant parmi les gens que lorsque nous restons chez nous. Dans ce passage, Thoreau exprime une profonde appréciation pour la solitude, suggérant que la véritable compagnie peut être trouvée non pas en compagnie des autres, mais en étant seul. Dans une autre citation, Thoreau écrit « Je suis allé dans les bois parce que je voulais vivre délibérément, pour affronter seulement les faits essentiels de la vie, et voir si je ne pouvais pas apprendre ce qu'elle avait à enseigner. Et non, quand je suis venu à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. » Cette déclaration puissante encapsule la motivation de Thoreau pour chercher la solitude à Walden Pond, pour vivre délibérément et authentiquement, pour s'engager avec les vérités essentielles de la vie, et pour apprendre du monde naturel. L'expérience de Thoreau à Walden Pond a démontré le pouvoir de la solitude comme véhicule pour l'exploration de soi et la transformation de soi. Sa solitude n'était pas un état passif d'être seul, c'était un engagement actif avec ses pensées, son environnement et son existence même. Il a utilisé sa solitude comme un miroir reflétant sa vie, ses valeurs et sa place dans le monde. Les réflexions de Thoreau offrent une perspective profonde et pratique. Ces mots nous invitent à reconsidérer notre propre relation avec la solitude. Ils nous mettent au défi de nous demander comment embrasser la solitude comme Thoreau, en faisant notre compagne. Comment pourrions-nous utiliser la solitude comme moyen de nous engager plus profondément dans notre propre existence ? Son expérience à Walden Pond suggère que la solitude, loin d'être un état à craindre, peut être une source de force, de clarté et de perspicacité. Elle peut catalyser l'exploration et la transformation de soi, ouvrant la voie à une vie plus authentique et intentionnelle. Selon Thoreau, la solitude est une voie vers une vie réfléchie et une véritable découverte de soi. C'est une occasion de confronter les faits essentiels de la vie sans les distractions de la société. C'est un espace où l'on peut communier avec la nature, contempler les mystères de l'existence et s'engager plus profondément avec ses propres pensées. Notre voyage philosophique nous amène maintenant au milieu du XXe siècle, où nous rencontrons un homme dont la vie et l'œuvre incarnent la résilience face à l'adversité extrême, Viktor Frankl. Né en 1905, Frankl était un psychiatre autrichien et survivant de l'Holocauste qui a développé une approche thérapeutique connue sous le nom de logothérapie, fondée sur la croyance que la nature humaine est motivée par la recherche d'un but dans la vie. L'œuvre fondamentale de Frankl, L'homme à la recherche de sens, est un mémoire écrit après son expérience dans les camps de concentration nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le livre entrelace son récit personnel avec sa doctrine thérapeutique, illustrant sa profonde conviction dans le pouvoir de trouver un sens à la vie, même dans les circonstances les plus sombres. La solitude, comme nous allons le découvrir, a joué un rôle significatif dans ce processus de recherche de sens. Selon Frankl, un sens du but est ce qui donne un sens à la vie. Il a proposé que nous pouvons découvrir ce sens de la vie de 3 manières différentes, en créant une œuvre, ou en accomplissant un acte, en vivant quelque chose, ou en rencontrant quelqu'un, et par l'attitude que nous adoptons face à la souffrance inévitable. C'est ici, dans cette 3e voie vers le sens, que la solitude entre en jeu. Dans l'isolement des camps de concentration, Frankl a découvert que la solitude pouvait servir de catalyseur pour l'introspection et la découverte de soi. Malgré les conditions horribles, il a utilisé sa solitude pour réfléchir à sa vie, se remémorer des souvenirs chers et répéter mentalement des conversations futures et des retrouvailles. Ces actes de défiance mentale, réalisés en solitude, l'ont aidé à maintenir un sens du but et de l'espoir. Considérez ces mots de Frankl. Tout peut être pris à un homme sauf une chose, la dernière des libertés humaines. Choisir son attitude dans n'importe quel ensemble de circonstances. Choisir sa propre voie.
Cette déclaration puissante souligne la croyance de Frankl que même dans la solitude la plus désespérée, les individus conservent la capacité de choisir leurs réponses, de trouver un sens, de préserver leur dignité. Une autre citation profonde de Frankl dit « Quand nous ne pouvons plus changer une situation, nous devons nous changer nous-mêmes. » Cette perspicacité souligne le potentiel transformateur de la solitude. Dans les moments d'isolement, lorsque les circonstances extérieures sont hors de notre contrôle, nous sommes incités à regarder en nous-mêmes, à réfléchir à nos valeurs, croyances et objectifs de vie. Alors, que pouvons-nous apprendre du point de vue de Frankl ? Son travail suggère que la solitude, même lorsqu'elle est imposée et douloureuse, peut servir d'espace pour l'introspection et la croissance personnelle. Cela peut être un moment pour renouer avec nos valeurs les plus profondes, pour réaffirmer le but de notre vie et pour renforcer notre détermination. Nous apprenons que la solitude, même dans ses formes les plus douloureuses, peut être un creuset pour l'auto-transformation et un conduit pour trouver un sens. Sa vie et ses enseignements nous rappellent que même dans nos moments les plus solitaires, nous avons en nous le pouvoir de façonner notre destin, de trouver un but et de naviguer dans la vie avec courage et résilience. Alors que nous poursuivons notre exploration de la solitude, nous retournons maintenant au Xe siècle en France pour rencontrer Blaise Pascal, un homme dont les idées restent aussi pertinentes aujourd'hui qu'elles l'étaient à son époque. Pascal était un polymathe, contribuant aux mathématiques, à la physique et à la philosophie. Il était profondément religieux, et son travail philosophique se caractérise par une exploration profonde de la nature humaine, de la moralité et de la croyance. Les pensées de Pascal sur ce sujet sont célèbres, encapsulées dans l'une de ses phrases les plus citées. Tous les problèmes de l'humanité proviennent de l'incapacité de l'homme à rester tranquillement assis dans une pièce seule. C'est une affirmation audacieuse, mais qui révèle beaucoup sur la vision de Pascal sur la solitude et la condition humaine. Pour Pascal, notre malaise à être seul, notre besoin constant de diversion et de distraction, est un symptôme de notre insatisfaction envers nous-mêmes. Nous cherchons constamment de l'activité et de la compagnie pour éviter de faire face à nos pensées et émotions. Cette incapacité à rester tranquillement seul dans une pièce, selon Pascal, est à l'origine de nombreux problèmes humains car elle nous conduit à prendre de mauvaises décisions, à agir impulsivement et à dépendre excessivement des autres pour notre bonheur et notre estime de soi. La perspective de Pascal nous invite à repenser notre rapport à la solitude. Il suggère que si nous pouvons nous habituer à être seuls, si nous pouvons apprendre à rester tranquillement dans une pièce sans distraction, nous pouvons commencer à résoudre nos conflits intérieurs, à avoir une compréhension plus claire de nous-mêmes et à prendre des décisions plus réfléchies. Considérez ce passage des pensées de Pascal. J'ai découvert que tout le malheur des hommes provient d'un seul fait, qu'ils ne peuvent rester tranquillement dans leur propre chambre. Ici, Pascal fait écho à son sentiment précédent, liant le malheur humain à notre incapacité à tolérer la solitude. Pour Pascal, la capacité à rester tranquillement seul n'est pas juste une compétence. C'est une porte d'entrée vers la compréhension de soi, l'épanouissement et la croissance personnelle. De la perspective de Pascal alors, la solitude n'est pas quelque chose à éviter, mais plutôt quelque chose à embrasser. Un espace pour l'introspection, se découvrir et s'améliorer. C'est une occasion de confronter nos peurs, de remettre en question nos suppositions et de mieux comprendre nos désirs et motivations. Alors que nous nous aventurons davantage dans le domaine psychologique, nous rencontrons Carl Jung, un psychiatre suisse et psychanalyste qui a fondé la psychologie analytique. Les travaux de Jung ont eu un impact considérable sur la psychologie, la philosophie, l'anthropologie et même les arts. Ses théories sur les archétypes de l'inconscient collectif et le processus d'individuation continuent de façonner notre compréhension de l'esprit humain. L'individuation est un concept clé dans la psychologie de Jung. Le processus par lequel les individus se développent en leur potentiel unique et inné. C'est un voyage vers l'autoréalisation, une transformation qui nous permet d'intégrer nos éléments conscients et inconscients et d'atteindre la plénitude.
Et dans ce voyage transformateur, la solitude joue un rôle crucial. Jung croyait que la solitude fournit l'espace nécessaire à l'introspection et à l'autoréflexion, deux éléments essentiels dans le processus d'individuation. C'est dans la solitude que nous pouvons affronter notre ombre, la partie inconsciente de notre personnalité que nous nions ou ignorons souvent. La solitude nous permet de nous connecter à notre monde intérieur, d'explorer nos pensées, nos émotions, nos rêves et notre inconscient. Considérez cette citation de Jung. La chose la plus terrifiante est d'accepter complètement soi-même. Cette déclaration souligne le défi inhérent au processus d'individuation. Un voyage qui nous oblige à affronter et à accepter toutes les parties de nous-mêmes, même celles que nous préférerions nier ou supprimer. Fournit l'espace pour ce travail intérieur difficile mais gratifiant. Jung a également écrit « Connaître sa propre obscurité, c'est la meilleure méthode pour faire face aux obscurités des autres. » Cette citation souligne l'importance de la conscience de soi et de la compréhension de soi dans la gestion de nos relations avec les autres. En affrontant notre propre obscurité intérieure en solitude, nous pouvons mieux comprendre et empathiser avec les luttes des autres. Le concept de l'ombre de Jung est particulièrement pertinent pour notre exploration de la solitude. En psychologie jungienne, l'ombre est un aspect inconscient de la personnalité avec lequel l'ego conscient ne s'identifie pas. Autrement dit, c'est la partie de nous-mêmes qui nous échappe. Cette ombre peut être constituée de tout ce que nous avons réprimé, négligé ou ignoré. Dans la solitude tranquille, nous pouvons inviter notre ombre à prendre conscience. Nous pouvons lui permettre d'émerger des coins sombres de notre psyché et reconnaître sa présence. Ce n'est pas une tâche facile. Cela nécessite du courage, de la patience et une volonté d'affronter des vérités inconfortables sur nous-mêmes. Pourtant, c'est une étape nécessaire pour atteindre une compréhension de soi plus complète et authentique. Jung croyait que tant que nous n'avons pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera notre vie et nous l'appellerons foi. En affrontant et en intégrant notre ombre en solitude, nous pouvons prendre le contrôle de notre destin, transformant ce qui était autrefois inconscient en une partie consciente et reconnue de notre être. En solitude, nous avons également l'opportunité de nous engager avec nos rêves, un autre aspect significatif de la théorie de Jung. Les rêves, selon Jung, sont un moyen de communiquer avec notre inconscient. Ils offrent des représentations symboliques de nos conflits intérieurs, désirs et potentialités. Dans le silence de la solitude, nous pouvons réfléchir à nos rêves, décoder leurs symboles et gagner des aperçus de notre moi inconscient. Enfin, considérons une autre citation perspicace de Jung. La nourriture est pour moi une source de guérison qui donne un sens à ma vie. Ici, Jung reconnaît le potentiel thérapeutique de la solitude. C'est dans la solitude que nous pouvons soigner nos blessures psychologiques, guérir notre moi fragmenté et cultiver un psychisme plus sain et équilibré. En réfléchissant à la perspective de Jung, nous voyons que la solitude n'est pas simplement un état d'être seul. C'est un espace enrichissant pour l'introspection, la découverte de soi et la croissance personnelle. C'est un territoire sacré où nous pouvons nous engager avec notre inconscient, affronter notre ombre et entreprendre le voyage de l'individuation. Plongeons maintenant dans les travaux de Jordan Peterson, un psychologue et professeur canadien renommé. Peterson était largement reconnu pour ses perspectives éclairantes sur la psychologie, la philosophie et le développement personnel. Ses idées résonnent avec de nombreuses personnes cherchant des conseils pour naviguer dans les complexités de la vie. Un aspect clé de la philosophie de Peterson était son accent sur l'importance de la solitude. Il reconnaît que passer du temps seul est crucial pour favoriser l'estime de soi, maintenir la santé mentale et développer la résilience psychologique. Peterson soutient que la solitude offre un espace nécessaire pour l'introspection et l'autoréflexion, permettant aux individus d'acquérir une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de leur place dans le monde. Dans son livre 12 règles pour la vie, un antidote au chaos,
Peterson met en évidence le pouvoir transformateur de la solitude. Il écrit « Si vous ne savez pas où vous êtes, précisément, vous pourriez être n'importe où, vous êtes dans le chaos. C'est de ce chaos que peut émerger un nouvel être, mais vous devez lâcher prise de ce que vous avez, et peut-être de qui vous êtes, pour permettre cette émergence. » Peterson suggère que la solitude permet aux individus de se détacher des distractions externes et de plonger dans les profondeurs de leur être, conduisant à une croissance personnelle et à l'émergence d'un moi plus fort et plus authentique. Peterson explore également le lien entre la solitude et le bien-être psychologique. Il affirme que la solitude est essentielle pour préserver la santé mentale dans un monde de stimulation et de bruit constant. Dans son article « La nécessité de la vertu », il déclare « Le développement du caractère nécessite la solitude. C'est dans la solitude que la bataille contre le chaos est menée et gagnée, permettant aux individus de rassembler la force et la sagesse nécessaires pour faire face aux défis de la vie. » Peterson croit qu'en s'engageant dans la solitude, les individus peuvent affronter leurs peurs, confronter leurs limites et développer la force intérieure nécessaire pour naviguer dans les difficultés de la vie. Selon Peterson, la solitude peut être utilisée positivement pour l'autocroissance et la résilience en fournissant un espace pour l'auto-examen et la transformation personnelle. Dans son livre Maps of Meaning, the Architecture of Belief, il écrit « Vous êtes stable et capable de tolérer votre propre perspective limitée et la terrible incertitude que cela apporte. Vous restez stable malgré vos nombreuses limitations et face à votre vulnérabilité, et vous faites cela afin que vous puissiez apprendre et prospérer et bénéficier aux autres. » Peterson suggère qu'en affrontant leur propre caractère et leurs lacunes, les individus peuvent cultiver la stabilité, affronter leur vulnérabilité et entreprendre un voyage d'auto-amélioration qui ne bénéficie pas seulement à eux-mêmes, mais s'étend également aux autres. Les théories psychologiques de Jordan Peterson soulignent l'importance de la solitude pour l'estime de soi, la santé mentale et la résilience psychologique. Grâce à l'introspection, à l'auto-réflexion et à la capacité de faire face à ses limites, les individus peuvent trouver un sens, favoriser la croissance personnelle et naviguer dans les complexités de la vie avec une plus grande résilience. En embrassant la solitude, les individus peuvent entreprendre un voyage transformateur qui mène à une compréhension plus profonde de soi et à une existence plus épanouissante. En conclusion, l'exploration des points de vue de Jordan Peterson sur la solitude nous laisse une invitation profonde à réfléchir sur nos propres perspectives et expériences de la solitude. Chacun de nous a une relation unique avec le fait d'être seul, et c'est par l'introspection et l'autoréflexion que nous pouvons approfondir notre compréhension de son potentiel transformateur. Alors que nous naviguons dans les complexités de la vie, souvenons-nous des leçons que nous avons tirées de ces philosophes et psychologues. La solitude n'est pas un état à craindre ou à éviter, mais un sanctuaire pour l'autodécouverte, la croissance personnelle et le bien-être psychologique. C'est dans les moments calmes de solitude que nous pouvons affronter nos conflits intérieurs, embrasser nos vulnérabilités et tracer un chemin vers une vie plus authentique et épanouissante. Embrasser la solitude est un acte de courage, une affirmation de notre propre valeur et la croyance que nous pouvons trouver du réconfort et de la sagesse en nous-mêmes. C'est une occasion de nourrir notre bien-être mental et émotionnel, d'écouter les murmures de notre âme et de se connecter avec les profondeurs de notre être. Alors je vous encourage, vous, le spectateur, à prendre un moment pour réfléchir à votre propre relation avec la solitude. Comment vivez-vous et gérez-vous les moments de solitude ? Les embrassez-vous comme des occasions de découverte de soi et de croissance ? Êtes-vous réceptif aux idées et à la sagesse pouvant émerger de moments de calme et de réflexion ? Réfléchir à ces questions peut vous aider à cultiver une relation plus intentionnelle et significative avec la solitude. Dans un monde rempli de bruit constant et de distractions, embrasser la solitude est un acte radical de soin de soi. C'est un acte de reprise de votre propre temps, espace et pensée. C'est un acte d'amour-propre et de compassion envers soi-même. Embrasser la solitude vous permet d'écouter votre voix intérieure, d'honorer vos besoins et désirs, et de tracer votre propre chemin en accord avec vos valeurs et aspirations.
Alors que vous vous lancez dans votre propre voyage de découverte de soi, souvenez-vous que la solitude n'est pas un signe de faiblesse ou d'isolement, mais un outil puissant pour la croissance personnelle et l'autonomisation de soi. Embrassez le cadeau de la solitude et laissez-le vous guider sur un chemin de découverte de soi, d'acceptation de soi et de réalisation de soi. Puissiez-vous embrasser la solitude comme une amie, une compagne dans votre voyage de découverte de soi. Puissiez-vous trouver réconfort, inspiration et résilience en son sein. Et que la sagesse de ces philosophes et psychologues continue de vous guider alors que vous naviguez dans les vastes paysages de l'auto,